Ok, donc bienvenue tout le monde à ce premier webinaire SGANX qui va traiter de l'holacratie dans un syndicat, dans des assos et puis pourquoi pas dans des services publics. Merci de garder vos micros et caméras coupés pour l'enregistrement. Par contre, vous pouvez poser des questions dans le chat et ça, vous cliquez pour ça sur chat en anglais là en bas dans Zoom ou discussion en français. Voilà, vous posez des questions quand vous voulez puis on les reprendra à la fin. Voilà, donc c'est parti. Je vais commencer par vous préciser d'où je parle, hein. D'où que tu me parles, comme ils disaient mes élèves de SECPA. Je pense que mes premiers questionnements, ils remontent à une prise de poste de directeur de SECPA en 2017. J'ai accepté de remplacer au pied levé fin août un collègue qui était décédé. Et du coup, en prenant le poste de directeur, je me retrouve confronté à des phénomènes sur lesquels j'ai du mal à l'époque à mettre des mots. Des phénomènes comme par exemple le fait de passer du côté obscur de la force. Là, juste un mois avant, j'étais PE en SECPA. On m'appelle pendant les vacances pour remplacer au pied levé le collègue. Et les collègues du nouveau collège dans lequel j'arrive, ils se mettent à me vouvoyer, à faire attention à ce dont ils parlent quand je suis là, etc. Donc vraiment ce sentiment de passer du côté obscur de la force quand on monte dans la hiérarchie. Je découvre aussi que le fait de monter d'un rang dans la hiérarchie, ça amène ceux qui sont au même étage que vous de la pyramide, l'équipe de direction ou les chefs, comme on dit en salle des profs. Ces chefs, ils ont une valeur cardinale entre eux, c'est la loyauté. Voilà, on ne se dédie pas, on fait front. Voilà. Je commence aussi à percevoir le fait qu'il y a plein de choses qui sont possibles au sein d'un établissement, mais qu'on s'en empare pas toujours, qu'on s'empare pas des libertés qu'on a à disposition, alors qu'il y en a en fait pas mal, quoi, sur les emplois du temps, sur les groupes, sur les semestres, etc. Donc, quand je découvre la mécanique d'un système qui fait que je trouve que c'est vraiment trop souvent ceux qui ont les mains sur les freins qui donnent le rythme. Voilà, c'est une expression que j'ai trouvée, je trouvais sur le moins 10 ans finalement qu'on retient. Et puis, je me demande ce qui bloque. Voilà, est-ce que c'est les personnes et leurs affects, les personnes et leurs compétences, la culture éducation nationale, la culture française, le système, l'institution. Voilà, on utilise souvent le mot institution sans trop savoir ce qu'on met derrière. Et puis, la réponse là-dessus, enfin, début de réponse en tout cas, c'est que c'est un peu de tout ça en fait. Et puis surtout que tous ces facteurs, ils s'influencent entre eux. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai essayé de comprendre. Et puis ce que je fais aujourd'hui, en fait, c'est un peu un bilan ou un point d'étape après ces 12 années de réflexion. Mon plan, en fait, il va être assez simple, hein. C'est première partie, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, en gros, tout ce à quoi on assiste depuis mars et même un peu avant. Et puis deuxième partie, comment on pourrait mieux le ranger, comment on pourrait peut-être un peu moins subir ce désordre ambiant. Voilà, c'est parti. Donc, premier constat, notre environnement, il est VICA. Alors VICA, un monde VICA, c'est une expression qui a été utilisée. Pour illustrer ça, il y a pas de meilleur exemple que l'année qu'on vient de passer. Donc VICA, le V de VICA, c'est volatile. Alors volatile dans le sens que le changement, c'est tout le temps. En mars, les masques, ça sert à rien. Pardon, au mois de mai, en fait, ça sert, mais pas dehors. En août, en fait, c'est tout le temps utile. Il faut le mettre partout. Enfin, vous voyez, un changement permanent jusqu'au suivant. Ensuite, le I de incertain. Donc là, vu le niveau d'incertitude dans lequel on baigne depuis mars, je ne pense pas que j'ai besoin de développer plus. Complexe. Notre environnement, il est très complexe, dans le sens où il faut sans arrêt qu'on prenne en compte des nombreux facteurs qui, en plus, sont interdépendants, comme je disais. C'est-à-dire qu'ils s'influencent les uns les autres. Là encore, là, super exemple, là, depuis un an, avec le fait qu'il faille tenir compte à la fois des contraintes sanitaires, des contraintes économiques, contraintes sociales, tout ça est tendu. Voilà, et il faut prioriser, mais sans en abandonner un complètement. Donc c'est complexe. Voilà.
Puis en gros, vous pouvez prendre n'importe quel sujet et terminer votre discussion par «c'est complexe». C'est un peu comme «c'est pas faux», ça marche tout le temps. Voilà, et le dernier, c'est le A de ambigu, et les choses, peuvent avoir plusieurs sens. Elles sont ambiguës. Tout devient valable en même temps, comme dirait l'autre. On veut des consignes du ministère, mais en même temps, on veut la liberté pédagogique. On se rue à 2000 dans des supermarchés, puis en même temps, on interdit d'être à 100 dans une salle de spectacle, et en même temps, on voudrait moins consommer parce qu'il fait 21 degrés au mois de décembre. Enfin, vous voyez, c'est des triples ou quadruples en même temps, quoi. Voilà. Sans parler des paradoxes, des contradictions dans lesquelles on est tous pris régulièrement, mais ça, c'est pas spécifique au Covid. Voilà, donc ça, c'est le premier constat, on est dans un monde VICA. Ce qui nous amène au deuxième constat, qui est que dans ce monde VICA, on continue malgré tout à fonctionner avec les mêmes schémas que dans le monde relativement stable du début du XXe, c'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire avec une hiérarchie et celui qui est tout en haut qui s'autoproclame Jupiter. Voilà, donc là, le problème, c'est que c'est comme ça, que c'est censé fonctionner sur le papier, mais 6 mois, après 6 mois passés dans n'importe quelle boîte privée, association, syndicat, service public, on se rend compte, même pas d'ailleurs, même pas besoin de 6 mois d'ailleurs souvent, que c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Ça, c'est sur le papier. Mais quand on arrive dans l'organisation, on vous a présenté l'organigramme de gauche, c'est-à-dire ce qui est prévu sur le papier, hein. Mais à droite, c'est ce qui se passe tous les jours au travail. Voilà, l'écart, le hiatus qu'on vit, sans arrêt. Et chez IGI Partners, alors qu'ils forment à l'holacratie, je leur fais un petit clin d'œil là au passage, ils ont l'habitude de projeter, cet écart, de manière très réussie, je trouve, de cette manière. Voilà, donc si on prend l'exemple de l'éducation nationale, donc l'organigramme noir, c'est ce qui est censé être sur le papier, et puis tout ce qu'il y a derrière qui joue en fond de tableau, c'est le off, et qui en fait, est le quotidien. Donc si on prend l'exemple de l'éducation nationale, on reconnaît tout en haut notre ministre. Quand il a des ordres à donner, il réunit les recteurs, les tâches du dessous, hein, les N-1 comme on dit, qui réunissent les DAZEN, les tâches du dessous, qui réunissent qui? Les IEN, et qui réunissent les directeurs d'école tout en bas, qui eux sont pas supérieurs hiérarchiques, mais qui réunissent quand même les enseignants. Voilà. Et là, on voit bien que le temps que tout le monde se réunisse, on voit bien que ça ne peut pas marcher dans un environnement à peu près stable comme il était depuis 200 ans, ça pouvait marcher. Mais quand il y a un virus qui demande des adaptations et que les infos arrivent en plus via d'autres ministères qui eux-mêmes sont constitués en pyramide, et que tout ça arrive sur BFM toutes les 3 heures, on va dire que la réactivité et l'agilité du mammouth, elle est mise à rude épreuve, quoi. Donc ordre contre ordre, désordre, voilà, c'est ce que ça nous a donné toute l'année. C'est Yves Clos, qui est psychologue du travail, qui a résumé en une phrase ce qui produit énormément de souffrance au travail, hein, quel que soit l'endroit où vous travaillez. Ce qui produit les burn-out, bore-out, brown-out, etc., c'est en fait un écart entre le travail prescrit et le travail réel. Voilà, c'est comme ça qu'il le formule, écart entre le travail prescrit et le travail réel. Et c'est dans cet écart que vient se perdre le sens, et dans cet écart que viennent s'immiscer les malentendus, les souffrances individuelles, les projections, etc. Voilà. Et pour réduire cet écart, puisque on s'en est déjà rendu compte quand même de cette bureaucratie assez lourde, l'État, il a déjà effectué des modifications de structure, mais aujourd'hui, et notamment depuis mars, on voit bien qu'elles sont nettement insuffisantes, puisque ça bloque à tous les étages, ça bloque en silos, en tuyaux d'orgue, on peut appeler ça, enfin, peu importe, mais on voit bien que ça bloque. Et donc, je vais prendre un peu de temps sur la diapo suivante pour vous montrer l'évolution qui a déjà eu lieu et celle qui est en cours. Pour faire cette diapo, j'ai rapproché 2 bouquins, celui du général McChrystal, qui s'appelle Team of Teams,
une équipe d'équipes en fait. Et le bouquin de Sébastien Soriano, qui vient de sortir, qui est passionnant, qui s'appelle « Un avenir pour le service public, un nouvel État face à la vague écologique numérique démocratique ». Donc ce que vous avez sous les yeux là, c'est le chemin qui a été parcouru depuis le début du XXe et du taylorisme, et le chemin qu'il nous reste à faire en passant à ce que Sébastien Soriano appelle un état jardinier. Voilà, ça, ce serait le but à atteindre. Le paradigme, le premier de l'état tayloriste, j'allais dire terroriste, tayloriste, est caractérisé par le contrôle, en fait. À l'époque, le défi de l'époque, début 20e, c'est la paix, la reconstruction, et un monde plutôt stable dans le sens où l'espérance de vie est assez courte. On sait à peu près, la plupart des gens sont agriculteurs et vont le rester. Enfin, vous voyez quoi. C'est dans ce sens-là que c'est assez stable, même s'il y a une guerre, etc. Et donc, le taylorisme, il n'est pas spécialement à condamner. Ça permet de déployer à l'époque des productions à grande échelle, de bien délimiter qui est responsable de quoi, en se répartissant le travail, et puis de produire des règlements, puis des procédures qui sont imposées à tout le monde. Mais le problème, c'est que du coup, on s'installe dans un état paternaliste, bureaucratique, tout est centralisé, verrouillé d'en haut. Et on en a encore il y en a encore des symptômes aujourd'hui. Et puis apparaît à la fin du XXe, le deuxième, et face au défi de la mondialisation notamment, le concept d'État stratège, notamment en réponse à cette trop grande bureaucratie. L'État stratège, hein, c'est d'inspiration libérale, et ça va se traduire dans certains services publics par ce qu'on a appelé le New Public Management. Donc face aux lourdeurs, là, son but au New Public Management, c'est de rationaliser, optimiser, c'est des termes qui apparaissent, et c'est au travers d'une politique du chiffre. Le meilleur exemple d'ailleurs, c'est l'hôpital, peut-être la Poste aussi, qui a le plus souffert là, de ces techniques inspirées du management privé, notamment sous l'influence des énarques, hein, c'est ce qui développe Soriano, dont l'idée principale, c'est que le privé est quand même plus agile, plus efficace. Voilà. Donc il dit aussi que ce serait trop simple de tout mettre sur le dos du New Public Management, parce qu'en fait, c'est devenu un concept fourre-tout un peu, et puis même épouvantail, qu'on peut ressortir comme ça pour surtout rien faire bouger. Mais ceci dit, ça reste indéniable qu'il y a un certain nombre de nos dirigeants qui ont adhéré à ce postulat quand même, selon lequel l'organisation des entreprises privées est supérieure à la bureaucratie publique, quoi, pour faire vite. Et Soriano, il fait l'hypothèse que c'est en bonne partie dû au fait que les hauts fonctionnaires produits par l'ENA fréquentent les mêmes banques que ceux qui iront dans le privé, et que les porosités restent nombreuses, quoi. On va dire ça comme ça. Voilà. Et puis la logique, cette logique d'État stratège qui est poussée à l'extrême, en fait, c'est ce qui amène l'idée de droite de privatisation des services publics, hein. Dans l'éducation nationale, c'est l'idée qui émerge de chèque éducation pour mettre de la concurrence entre les écoles, c'est les classements d'établissements, les évaluations standardisées, evidence-based, on va faire ce qui marche, etc. C'est Monsieur Querero, actuel recteur de Paris, je crois, qui dit, alors ça je crois pas, je suis sûr, ce qu'il a dit, c'est il faut mettre le système sous tension. Voilà, ce qui est résumé. Et donc on voit que derrière ce paradigme, hein, il y a une culture profondément ancrée de la défiance a priori, là, pour le coup. Contrairement à ce qui est proclamé après, par ailleurs, mais ça, c'est de la com, c'est autre chose. Voilà, voilà. Donc on en est plutôt là actuellement, et on en voit toutes les limites. Dans l'hôpital, ça a été une cata, et malheureusement, dans l'éducation, on prend un peu le chemin. Mais il y a un nouveau paradigme qui émerge, puisqu'on voit que 30 ans d'état stratège, ça a fait qu'épuiser autant les usagers que les agents du service public. Et comment dire? Oui, d'ailleurs, quand on les écoute, ils vous disent que finalement, leur sentiment, c'est d'être au service d'un système plutôt que l'inverse, quoi. Donc c'est assez révélateur. Et donc, si on veut faire face au monde VICA dont je parlais au début, ce nouveau paradigme qui émerge, c'est la logique d'état jardinier. C'est à cette logique-là qu'il faudrait passer. Et Sébastien Soriano, il a une expression que je trouve très chouette là, à ce propos, il dit que le passage de l'état stratège à l'état jardinier,
c'est le passage de l'optimisation à l'optimismation. Voilà, il rajoute juste un petit M. Voilà. Je passe là-dessus, mais allez voir ce bouquin, c'est passionnant. Et pour terminer, j'attire votre attention sur le fait que Soriano, lui, il décrit ces 3 étapes de façon linéaire, là, vous voyez un peu chronologiquement, mais qu'en réalité, les ruptures, elles sont pas aussi nettes. Par exemple, on n'est pas passé d'un coup à l'état stratège. Il y a des gens qui commencent à imprimer la marque, comme par exemple, l'équipe de Blanquer dans l'éducation, avec Sarkozy en 2007. Et ils essayent de l'impulser. Mais en fait, vous avez toute une partie des gens et du système qui restent sur l'ancien paradigme. Donc en fait, l'évolution des paradigmes, elle est plutôt à penser de la manière suivante. Voilà. Et ça, c'est le défi donc qui est devant nous. Pour être mieux adapté au monde VICA, dont je vous parlais au départ, il nous faudrait passer à une logique d'état jardinier ou architecte, il dit aussi, en conservant les bons côtés des 2 systèmes précédents. Puisque, encore une fois, l'état tayloriste, il a apporté quand même une structuration des règles, l'état stratège a apporté une forme d'agilité, et il ne s'agirait pas de tout jeter. Voilà. Voilà. Et pour faire ça, donc c'est ce qui va nous amener à ma deuxième partie, pour passer à un état jardinier, à une logique, un paradigme d'état jardinier, il existe des nouveaux outils émergents, comme la sociocratie, l'holacratie et des dérivés, ou des enrichissements, on pourrait dire, voilà, comme la gouvernance cellulaire ou le modèle Z. Vous pouvez trouver les constitutions de ces nouveaux modèles facilement, hein, sur le web. Et ce que je vais vous décrire maintenant, c'est ce qu'on a mis en place depuis 4 ans, à partir d'une formation à l'holacratie qu'on avait suivie tout en équipe, tout le conseil syndical. Donc je vais vous parler des principes de base sur le papier, de l'holacratie, puis ensuite je vais vous parler de ce qu'on a gardé, et puis un peu de là où on en est, quoi, dans notre pratique, quoi. Voilà. Alors, les notions de base. Je suis parti des grands piliers. Alors, le premier pilier, c'est la raison d'être de l'organisation. Alors, j'ai mis quelques exemples. La raison d'être, c'est vraiment, alors c'est un terme qui est devenu, avec la RSE dans les entreprises un peu connues, c'est vraiment ce qui fait le cœur du réacteur, le cœur de notre action, le nord de la boussole, on pourrait dire, et c'est aussi ce qui fait le ciment de la confiance. Voilà. Et voilà, alors elle se décrète pas non plus, ça c'est assez important en holacratie, elle émerge et elle est toujours en évolution, elle est évolutive. Voilà. Et j'y reviendrai, mais ça, vraiment, la raison d'être, c'est très important. Et je pense que c'est à discuter sans arrêt, en fait, constamment. Finalement, c'est la question: qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce collectif? Le pilier 2, c'est le rôle. C'est-à-dire, c'est l'unité de travail de base, c'est le rôle, on n'a plus de poste de travail avec une fiche de poste, on découpe tout en rôle. On se met à tout découper en rôle. Voilà. Et donc, le rôle, il est défini, son périmètre, c'est le cube là, qui est là, et il est défini à la fois par la raison d'être, qu'on vient de voir. Chaque rôle, petit rôle a sa raison d'être, un domaine et des redevabilités. Voilà, ce qui est attendu, les responsabilités que le collectif peut attendre de vous. Ensuite, il y a le principe que tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ça, c'est le domaine. Le domaine, c'est chasse gardée, c'est-à-dire on indique aux autres ce à quoi ils ne peuvent pas toucher. Par rapport à ce rôle aussi, ce qui est très important, alors ça prend du temps, hein, mais c'est de bien faire la distinction entre les rôles et les individus qui viennent mettre leur énergie dans ces rôles. Et la distinction principale, c'est qu'à gauche, avant, on organise les personnes ou les instances composées de personnes, et ensuite on se met au travail, alors qu'à droite, on organise le travail et ensuite on met des personnes dessus. Voilà, donc l'holacratie va nous aider à organiser le travail plutôt que les personnes.
je continue. Le troisième pilier, c'est l'alignement des raisons d'être. C'est-à-dire que le rôle, c'est une unité de base, et l'acratie, le nom vient de là, c'est le holon de base. Voilà. Du grec holos, la partie. C'est comme on prend souvent le corps humain pour faire le parallèle. Le corps humain, c'est un exemple très bon d'holarchie. À la manière du corps humain, il subsiste une hiérarchie. C'est pour ça qu'on parle d'holarchie. Pourquoi? Parce que le holon, c'est à la fois un tout et une partie. Si je reprends le parallèle du corps humain, votre cœur, c'est à la fois un tout, puisqu'on peut le transplanter à quelqu'un d'autre, mais c'est aussi une partie de votre corps. Et en tout cas, il vaut mieux qu'il soit en harmonie avec votre corps, quoi. C'est ce qu'on appelle l'alignement. Voilà, donc il va y avoir un alignement des rôles, l'alignement de la raison d'être du rôle sur la raison d'être du cercle, puis l'alignement de la raison d'être du cercle sur la raison d'être de l'organisation. Voilà. Et ça permet que l'ensemble des énergies soit au final au service de la grande raison d'être de l'organisation. Voilà. Vous voyez, on retrouve là dans l'illustration les poupées imbriquées, et puis on retrouve chaque élément de chaque poupée dans la grande. Le tout dans la partie dans le tout, on retrouve le principe d'hologramme. Voilà, c'est de là que c'est. Je continue. Le dernier pilier, le pilier 4, c'est la notion de tension qui est importante en holacratie, mais qui est abordée de manière différente d'habitude. C'est que quand on dit que dans un collectif, il y a des tensions, en fait, on pense tout de suite à des tensions interpersonnelles. Alors que ce que postule l'holacratie, en fait, c'est que ces tensions interpersonnelles, certes, elles existent, mais qu'elles sont très souvent que le symptôme de non-dits, de malentendus organisationnels et autres. Et donc, au final, elle donne cette définition de la tension comme un écart entre ce qui est et ce qui pourrait être. Voilà. Donc, en synthèse, on a des rôles, on dit des casquettes parfois. Voilà. Donc, j'ai plein de casquettes, en fait. On cumule plusieurs casquettes. Avec ces casquettes, je capte des tensions. Et ensuite, je vais pouvoir les régler, les traiter avec 2 dispositifs. Alors là, je ne vais pas pouvoir développer parce que je n'aurai pas le temps, ça mériterait plus long. Au travers des réunions de triage, je vais pouvoir les traiter au travers des réunions de triage ou des réunions de gouvernance. Voilà, donc la réunion de triage qui est opérationnelle et de gouvernance qui est de gouvernance comme son nom l'indique. Voilà, alors ça là-dessus, je ne vais pas développer, puis je ne vais pas lire sur tout ce qu'il y a à l'écran. Mais juste quelques éléments. Par exemple, la réunion de triage, elle est très ritualisée pour permettre de sécuriser la parole. Voilà, au SGAN, on avait déjà cette culture-là, distribution de la parole, etc. Mais à la manière des GEAS ou des groupes d'analyse de pratique, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment très ritualisé. Et les personnes qui s'y expriment, elles s'y expriment depuis leur rôle en essayant de définir ce qui bloque pour effectuer leur rôle correctement, quoi. Voilà. Je pourrais revenir dessus si vous avez des questions, mais je vais passer. Et la réunion de gouvernance, c'est une des grandes nouveautés apportées par l'holacratie. En fait, on dissocie ce qui relève de l'opérationnel et ce qui relève de la gouvernance. Donc, en gros, triage, on fait un tri entre qui fait quoi. Et gouvernance, on prend du recul et on ajoute, modifie ou supprime des rôles. En fait, souvent, une fois qu'on fait cette distinction, on se rend compte que dans les réunions auparavant, on mélangeait tout. Voilà, on veut tout faire en même temps et c'est difficile. Alors voilà, maintenant je vais vous décrire un petit peu ce qu'on en a tiré au SGAN des Pays de Loire. Donc on essaie ça depuis 4 ans, on expérimente. Et le premier enseignement qu'on peut en tirer, c'est que c'est long. Voilà. C'est long pour plein de raisons, mais je vois 2 facteurs qui pèsent assez lourdement. Alors le premier, ça a été résumé par Tony Chier, le PDG de Zappos, qui disait « Changer la gouvernance d'une organisation alors qu'elle est en activité, c'est très délicat, c'est comme changer le moteur d'un avion en plein vol. » Vous voyez, vous êtes en train de modifier la structure de votre organisation, mais il faut qu'elle continue à faire le taf. Donc, c'est pas évident. Et puis, le deuxième point qui est plus spécifique aux SGAN des Pays de Loire, là, c'est que dans l'associatif ou le syndicalisme, les membres actifs, ils le sont de manière très disparate. Donc, quand il y a quelqu'un qui a que 4 heures à consacrer au syndicat ou à l'asso dans la semaine, bah, il va mettre plus de temps que quelqu'un qui est à temps plein, forcément. On peut ajouter à ça l'éloignement géographique, etc.
Voilà. Avec cette idée quand même que cette deuxième contrainte, en fait, le fait que tout le monde ne soit pas impliqué de la même manière, en fait, elle invite justement à plus de clarté sur le qui fait quoi. Donc c'est aussi un argument pour se mettre à d'autres modes de voilà. Ça peut aider, par exemple, beaucoup quelqu'un qui arrive à circonscrire bien le rôle qu'il ou elle vient prendre, quoi. Voilà, mais là, il faudra demander directement à des personnes arrivées récemment de témoigner pour voir si ça leur a apporté quelque chose. Alors sinon, heu, ce que nous a apporté, cet outil, c'est, de raisonner en termes de raison d'être évolutive, hein, j'en parlais. Ça permet de faire le tri, de prioriser, de se demander sans arrêt, en fait, si ce qu'on fait, c'est en accord avec ce pourquoi on était venu au départ. Et puis si c'est plus le cas, bah, c'est pas forcément grave, mais peut-être qu'on doit réajuster des choses. Voilà, donc de se demander toujours, «Qu'est-ce qu'on fout là?» quoi, en gros. Autre enseignement, de ça après ces 4 années, on n'a pas besoin de tout le package. Voilà, c'est un peu comme en pédagogie Freinet, heu, surtout dans une asso ou autre, on a peu de temps encore une fois, on peut prendre des morceaux et essayer. On peut aussi essayer juste dans un espace, dans un département d'une boîte. J'ai déjà vu des boîtes faire ça. Donc voilà et nous, par exemple, au Pays dans le au SGAN Pays de Loire, on s'est inspiré de quelques principes et dont certains d'ailleurs étaient déjà là en gestation, si je puis dire. Donc je vais prendre quelques exemples, la ritualisation des réunions. Voilà, on a l'habitude de distribuer la parole, d'avoir un président de séance, mais l'holacratie propose d'aller encore plus loin. Autre exemple, la sollicitation d'avis. Ça, c'est le fait que chacun est souverain dans son rôle, mais quand je prends une décision qui aura probablement un impact sur d'autres rôles, je dois les en informer et leur demander leur avis. Si quelqu'un n'est pas là, je peux également prendre le rôle de quelqu'un d'autre, mais en le tenant informé, vous voyez? Donc, en fait, je reviens à mon idée de, les gens qui ont les mains sur les freins, qui donnent le rythme. En fait, c'est aussi lié à ce problème-là. C'est-à-dire que là, on passe d'une logique de: «Je prends pas de risque parce que ça va peut-être me retomber dessus», à une logique de: «Je peux essayer parce qu'il y a que ceux qui font rien qui se trompent jamais» et puis surtout, parce que j'ai du monde autour de moi pour pas prendre la décision tout seul. Parce qu'en fait, là, par expérience, on se rend vite compte que quand vous donnez de la liberté aux gens et ben, en fait, le sentiment de responsabilité arrive direct derrière et on n'a pas envie, en fait, de prendre tout seul des décisions hyper engageantes, par exemple. Voilà, autre, exemple d'outils qu'on a pris, qu'on a conservé, c'est la prise de décision par consentement. Excellent outil, là. Plutôt que de demander à tout le monde: «Est-ce que vous êtes d'accord?» et d'attendre des 40 mails qui vous disent: «Oui, OK, d'accord», un par un, on demande: «Est-ce que quelqu'un a une objection?» et ça suppose d'apprendre à oser faire des objections sans que ça froisse ou qu'on se sente froissé, mais ça peut libérer des initiatives et puis ça peut accélérer les prises de décision. Voilà, et puis personnellement, il y a un dernier outil qui va avec l'holacratie qui nous a été apporté en formation et qui a l'air de rien, mais qui fait vraiment beaucoup. C'est 3 questions qui permettent de sortir du flou, régulièrement. C'est: «Qui a l'autorité?» Ça, c'est la première question, qui a l'autorité? C'est-à-dire qui a la main, hein, qui a le rôle, voilà. Ça sert à rien de parler dans le vide si on ne sait pas qui a la main. Deuxième question: «De quoi as-tu besoin?» Donc ça vient de la communication non violente et troisième: «Quel est le cas concret?» Parce que, très souvent, on se perd, on digresse, hein, voilà, on part: «Oui, c'est à chaque fois les personnes de la fédé nous répondent pas» et cetera. Alors là, on revient, on dit: «Ah, mais quel est le cas concret? De quoi tu parles exactement? Qui? De qui? Quand? Quelle heure?» et cetera. Donc quel est le cas concret? On revient à ça. Donc ça, c'est 3 questions qui sont, excellentes et qui peuvent guider l'action. Voilà, voilà. Donc bon, voilà, il y a d'autres outils de ce type comme le jugement majoritaire, il faut aller voir sur le site d'Instance Z, par exemple. Mais en fait, globalement, en fait, quand vous commencez à mettre le doigt dans cette, nouvelle logique, en fait, vous vous rendez compte que c'est tout un tas de nouvelles logiques démocratiques qui émergent, en fait. Voilà et c'est passionnant. Heu, voilà, voilà. Donc en conclusion, en quoi ce type d'outil pourrait nous permettre d'aller vers un état jardinier? Et bah, parce qu'ils nous permettent de changer de logique sur, 3 plans au moins. Ça, c'est Soriano qui développe ces 3 points.
Ça nous permet de passer d'une logique de noyau et de tuyau d'or, comme je disais. Le noyau, c'est en haut, hein, cette logique qu'il y a une tête pensante, quoi, et qu'ensuite, il y a ceux qui exécutent. Logique de noyau à passer à une logique de réseau. Voilà, écosystème, etc. Donc notamment grâce au cercle. Ensuite, de passer d'une logique de contrôle et d'infantilisation que j'ai pas besoin de faire de dessin dans l'éducation nationale, avec l'inspection individuelle, de passer à la confiance a priori. Et puis enfin, de passer d'une logique de chiffres à une logique de l'expérience de terrain combinée, qu'on peut combiner à une auto-évaluation collective des établissements, par exemple. Je ne vais pas développer plus là, mais je vous renvoie aux travaux de Stéphane Germain dans son bouquin là, qui est excellent sur le management des établissements scolaires. Voilà, voilà. Pour terminer, voilà, je voulais dédier ce webinaire à Jean Muller, qui nous a quittés trop tôt. Voilà, parce qu'il me semble que Jean, lui, il avait perçu tout ça et il avait mis concrètement en œuvre ce à quoi ça pouvait ressembler une fédération jardinière. Voilà, pas un état jardinier, mais une fédé jardinière. Voilà, merci Jean pour tout ça. Et ben voilà, c'est fini. Si il y a des questions dans le chat, je vais remercier quand même aussi Clarifia avec qui on avait démarré ce PowerPoint, et puis à GI, le Bernard Marie et la famille Chiquet, et puis Instant Z et David Dreyer qui m'ont aidé aussi. Je mettrai leurs coordonnées et les ressources, toutes leurs ressources nombreuses sur le site du SGEN PDL.